Cela étant dit, je vais commencer cette 13e télécauserie officiellement. Donc, tout d'abord, avant de commencer à présenter les sujets et nos invités, donc, je vais vous présenter très rapidement Non-Violence 21, que je représente ce soir. Donc, Non-Violence 21 est une association qui a été créée en 2001 et qui s'est donnée comme mission de promouvoir la non-violence dans toute sa force, dans toute sa radicalité et dans toute sa diversité. Donc aujourd'hui, on regroupe une vingtaine d'organisations françaises non violentes euh, qui vont de la communication non violente à l'éducation non violente, à l'intervention civile de paix et à l'action et à la désobéissance civile non violente. Donc c'est un large spectre. L'une de nos missions principales, c'est de financer des projets non violents sur toutes ces facettes de la non-violence et d'amplifier la voix de la non-violence dans le débat public avec de plus en plus d'événements qu'on organise. Donc, on a un festival à l'automne qui s'appelle le Festival des 21 heures de la non-violence. Nous avons également un stand à la Fête de l'Humanité qui s'appelle Résister par la non-violence et nous organisons ce genre d'échanges, les télécauseries ainsi que d'autres petits événements au cours de l'année. Ceci étant dit, c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ce soir parce que cette causerie est organisée à la suite de la publication d'un numéro de la revue Silence, qui est l'un des membres de Non-Violence 21. Ce dossier s'intitulait La non-violence à l'école, c'est jouable, point d'interrogation. Donc c'est le numéro d'octobre 2025 qui a commandé sur leur site, que je vous recommande fortement. Donc Non-Violence 21, Non-Violence 21 était partenaire de ce projet, de ce dossier. Et donc, nous avons décidé de faire une télécauserie sur le sujet afin de pouvoir élargir un peu le sujet, de pouvoir en discuter avec toutes les personnes intéressées. Donc, récapituler un peu le du dossier, je vais essayer de m'inspirer fortement de l'édito de son auteur Guillaume Gamblin. Donc, le dossier part du constat que il y a aujourd'hui dans le milieu scolaire une double crise. D'un côté, on a des élèves qui commettent des violences envers les adultes et parfois jusqu'au meurtre, et qui nourrit un prétendu ensauvagement de la jeunesse et qui justifie un retour d'une discipline qui se veut autoritaire. Et de l'autre côté, on a des affaires comme celle de Betaram qui nous révèlent les maltraitances institutionnelles, ancrées dans une culture de l'obéissance, du silence et de l'impunité. Donc face à ce double constat, on voit bien que l'école pourrait jouer un rôle protecteur, mais en fait, en réalité, un lieu de conflit et de violence institutionnelle. Et donc, la revue Silence, dans ce cadre, s'est interrogée sur comment rendre l'école plus protectrice et moins violente, comment les moyens alloués, enfin, pourquoi les moyens alloués aux associations qui promeuvent la non-violence seraient si limités, et notamment dans les cas de l'éducation, et comment on considère nos enfants, les enfants, dans notre société aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on accueille deux personnes qui sont intervenues dans ce dossier, que vous voyez à l'écran, donc Alexia Calvé et Cécile Kovac-Fazi. Donc, elles vont intervenir ce soir 20 minutes chacune. Donc, tout d'abord, Alexia, je te présente très rapidement et tu compléteras à ta façon. Donc, tu es chargée de coordination et de développement de l'association féministe Impact à Lyon et coordinatrice du programme de prévention CAP, qu'on appelle CAP, pour Clé pour l'autonomie et la prévention de cette association. Voilà, c'est un programme qui nous vient des États-Unis, qui est porté par plusieurs associations aujourd'hui, dont la tienne. Tu te dis attachée aux valeurs de féminisme intersectionnel et du mouvement enfantiste, et tu nous en diras un peu plus sur voilà, ton association et ton engagement. Cécile, pareil, je vais essayer de faire bref, tu en diras plus. Alors, excusez-moi. Donc, Cécile, tu es professeure à l'Université de Limoges en littérature comparée. Tu t'es spécialisée sur les populations silencieuses au fil des années. Tu as notamment, par exemple, tu t'es intéressée aux personnes tziganes, mais également aux enfants dernièrement. Tu es une membre active de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, OVO,
Et depuis quelques années, tu organises maintenant des colloques transdisciplinaires sur la misopédie, c'est-à-dire la domination adulte. Tu ouvriras donc ce sujet de la non-violence à l'école sur un sujet beaucoup plus large qui est la place des enfants dans notre société. Je vais donc donner la parole à notre première invitée, Alexia. Bonsoir. Du coup, donc moi, je suis coordinatrice dans l'association Impact, qui est une association qui existe à Lyon depuis 2018. Le programme CAP, il a été vraiment relancé à Impact à partir de 2021, sachant qu'il est arrivé en France à notre connaissance en 2015. En 2021, donc c'est le moment où moi j'ai été formée au programme CAP, donc clé pour l'autonomie et la prévention, tel qu'on l'a traduit en français, mais qui vient de l'anglais Children Assault Prevention. J'ai été donc formée en 2021 et en fait c'est l'association Impact et l'association Ancrage à Grenoble qui se sont alliés pour créer cette formation. Pour qu'on puisse animer et diffuser le programme CAP dans la région Rhône-Alpes. Euh, donc ce programme, il est assez proche philosophiquement du programme canadien Mon corps, c'est mon corps que certains et certaines connaissent peut-être ici. Il revient sur les trois droits des enfants, donc le droit d'être fort et forte, le droit d'être en sécurité et le droit d'être libre. Euh, il marche un peu sur le principe du théâtre forum, c'est-à-dire que donc il y a une grosse introduction sur les droits, sur le cadre aussi des ateliers. Et puis après, donc oui, parce que c'est des ateliers qu'on fait dans les classes, pardon, des ateliers qui sont faits dans les classes et qui sont destinés à tout le primaire, donc du CP au CM2, avec des adaptations de langage à chaque niveau d'âge. Et donc, une intro sur la présentation du cadre de l'atelier et des droits des enfants. Ensuite, trois scénettes sur le principe du théâtre forum, c'est-à-dire qu'on joue une scène avec un problème. Ensuite, on débriefe ce qui s'est passé, on cherche des stratégies. Et ensuite, on rejoue la scène avec les stratégies qui sont proposées par les enfants. Euh, et donc voilà, après on joue la scène résolutive. Les trois scènes, elles parcourent trois thématiques importantes. La première, c'est sur le harcèlement entre enfants, parce que c'est ce qui arrive beaucoup dans les écoles. Et nous, on pense que c'est important d'outiller aussi les enfants harcelés. Euh, la deuxième, elle parle d'un cas extrêmement rare qui arrive pratiquement jamais, mais qui nous permet de venir aborder des questions d'autodéfense physique et aussi d'autodéfense au niveau de la préservation des données personnelles des enfants. Donc, c'est un inconnu dans la rue, même si on sait que statistiquement, c'est rarissime. Et la troisième scène, c'est une scène de violence par un adulte connu. Et du coup, bah, c'est un baiser forcé par un oncle. Donc là, on aborde un peu les thématiques de l'inceste et de la violence à la maison par des adultes qu'on connaît. Euh, Tout le programme et la philosophie du programme est d'encourager les enfants à parler. Mais pour que les enfants parlent, il faut aussi qu'il y ait des adultes qui soient formés autour d'eux. C'est pour ça que le programme CAP, dans son entièreté, il s'adresse à toutes les classes d'une école, mais aussi à tous les adultes volontaires qui les entourent, aussi bien le corps enseignant que le périscolaire, que les personnes du CDI, les personnes de la cantine, les personnes qui s'occupent du nettoyage du lieu, enfin vraiment tous les adultes qui peuvent être présents dans l'établissement et bien sûr aussi les parents. Donc on fait à la fois un atelier par classe et à la fois des ateliers adultes autour. Les formations adultes, donc les ateliers enfants, ils durent 3 heures. Les ateliers adultes, ils sont un peu plus courts, ils durent 1 heure et demie. Une grande partie de ces ateliers, c'est de la sensibilisation aux violences faites aux enfants avec des chiffres. Parce que souvent, même si on sait que ça existe, on n'imagine pas dans quelle proportion. Euh, et aussi, enfin, à chaque fois, on essaye de se renseigner un peu localement pour donner les contacts de qui est-ce qu'il faut contacter localement s'il y a une parole
d'enfants, enfin une révélation d'enfants qui est faite. Et on essaye aussi de dire qu'est-ce qui mérite d'avoir directement une lettre, enfin même pas une lettre, un appel au procureur dans la journée et qu'est-ce qui relève plutôt de l'information préoccupante. Euh, voilà, c'est très important que tous les adultes soient volontaires. Bien sûr, on ne force aucune personne à assister aux ateliers. Et le but du programme, c'est vraiment de créer une culture de la prévention dans toute l'école pour que tout le monde ait le même niveau d'information et pour que ça réduise les violences dans tout l'établissement scolaire. Après, c'est un programme qui est en réalité assez dur à mettre en place. Nous, on a rencontré beaucoup de difficultés. Les difficultés principales sont liées à des moyens humains et financiers qui sont manquants. Parce que même si on est assez sollicité et qu'il y a quand même pas mal enfin, il y a des écoles qui aimeraient bénéficier de ce programme, financièrement, c'est compliqué parce que l'école publique n'a pas beaucoup de moyens, malheureusement. Et nous aussi, on a un positionnement au niveau de l'asso où on tient à rémunérer les personnes qui font le programme dans une idée de... Enfin, c'est un positionnement un peu politique où, parce qu'on voudrait que ce soit professionnalisant pour les personnes qui sont formées et qui animent le programme CAP, qu'un jour peut-être ça puisse être un métier et du coup que dans cette optique-là, ce soit rémunéré. Du coup, quand nous, on le fait, ça a un certain coût. Et c'est aussi pour que ce soit pas toujours les mêmes types de populations qui puissent animer ce genre de programme. Parce que si en fait, enfin, les assos qui font ça bénévolement, il y en a. Il y a Cap d'Agir à Toulouse et il y a Clafoutis à Paris, du coup, qui sont plus actifs que nous. Mais bon, du coup, ça fait que les personnes qui animent le programme, c'est toujours des personnes blanches privilégiées qui ont du temps à donner en bénévolat dans des assos. Et nous, on essaye de travailler autrement. Mais voilà. Euh, les fois où on a pu réaliser le programme CAP, du coup, c'est grâce à des programmes comme la Cité éducative ou les subventions de projets QPV, donc quartier politique de la ville. Euh, Ça, c'était des moments chouettes. Mais bon, malheureusement, c'est souvent insuffisant et aussi, il y a un manque de moyens humains, c'est-à-dire que le programme CAP, l'installer dans une école, ça demande énormément de travail de coordination. Et ça demande une salariée en plus dans l'association. Et c'est quelque chose qui est difficile. Le programme CAP, du coup, quand on le met en place dans une asso aussi petite que la nôtre, qui a que 2 salariés, il y a un petit phénomène d'épuisement des personnes dans l'asso dans ces moments, dans ces projets qui sont assez intenses. Euh, donc voilà. Et donc, il y a d'autres assos en France comme Clafoutis, comme Cap d'Agir, et une nouvelle asso à Lyon aussi qui s'appelle Cap à Lyon, euh, qui décide de pratiquer le programme CAP avec des bénévoles. Donc voilà, c'est chouette aussi qu'on soit sur des philosophies différentes et sur des façons d'agir différentes. Et voilà, on n'est pas sur des mêmes positionnements, nous on est vraiment sur un positionnement de professionnalisation et voilà. Et elles, ces autres assos, c'est un positionnement aussi très important qui est plutôt de dire que l'important c'est que le contenu arrive aux enfants. Et je pense que nos deux démarches, c'est bien qu'elles soient parallèles et qu'elles travaillent en même temps. Voilà, et aussi, nous, on est une asso qui fait à la fois de l'autodéfense féministe et de l'autodéfense pour enfants. Et alors que ces deux autres assos qui arrivent à plus pratiquer le programme, elles ne font que CAP. Donc, je pense que c'est aussi important de le préciser. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci pour cette présentation. On viendra aux questions ensuite. Je vais donner la parole à Cécile, si ça te convient. Oui, voilà. Bonjour tout le monde. Merci pour l'accueil.
J'ai été présentée avec deux casquettes, mais je vais surtout parler de l'OVO ce soir. Je pourrais plus tard parler de mon autre casquette si vous avez envie. Mais je voudrais, parce que là, je représente l'OVO, donc l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Donc, c'est une association qui existe depuis 21 ans. Et en fait, elle a l'avantage de son âge. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est une association, comme son nom l'indique, qui vise à sensibiliser la population française à ce qui est une violence systémique, c'est-à-dire qui fonctionne parce que elle est présente à tous les niveaux de la société et de différentes façons d'être violente, qui est donc la domination des adultes sur les enfants. Domination des adultes sur les enfants, ça ne veut pas dire enfin, pour le dire dans l'autre sens, ça veut dire que du fait de leur différence d'âge et donc de leur statut social, les adultes vont abuser de leur position, qui est une position par nature où il y a plus de pouvoir que quand on est un enfant. Notre société, pour l'instant, est ainsi faite. Donc, il s'agit pas, l'objectif n'est pas de dire il faut qu'on soit tous pareils. Ça, c'est un peu ce que disaient certains philosophes dans les années 70 avec des objectifs absolument abjects. Donc, c'est pas du tout ça hein, quand on parle de domination adulte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc l'asso a 21 ans, donc ça fait vraiment un moment qu'elle. Ah zut, ma connexion Internet est instable, j'espère que vous m'entendez. Euh, bon. Donc, Je ça vous fait des entends bien. moments qu'on travaille. Ok, super. Ça fait un moment qu'on travaille là-dessus, c'est-à-dire bien avant que ça prenne l'ampleur que, heureusement, c'est en train de prendre en ce moment dans les médias, etc. Donc, quel est l'objectif de cette association, hein, puisque c'est une association où on n'a que des bénévoles, aucun salarié, voilà, personne n'est rémunéré. Et donc, en fait, c'est d'être une sorte. Alors, il y a plusieurs objectifs, mais c'est déjà d'être une sorte de réservoir de la connaissance. C'est-à-dire que dès que vous avez envie dès que vous avez besoin d'informations, que ce soit pour votre hiérarchie, l'institution où vous savez que des enfants sont maltraités, enfin, peu importe pour quelle raison, vous allez sur le site de l'OVO, donc c'est www.oveo.org. Et là, vous avez énormément d'études, d'informations diverses qu'on recense en fait depuis maintenant plus de 2 décennies sur notamment donc les études scientifiques, c'est sur les violences faites aux enfants, les impacts que ça peut avoir. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il est plus possible de dire ouais, ça va, une gifle, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ben, en fait, si, maintenant, on n'a pas des dizaines, hein, on a des centaines d'études scientifiques qui viennent montrer que c'est faux. Sauf que toutes ces études, elles sont en anglais. Donc, ça fait encore un beau prétexte pour la France pour ne pas s'y intéresser. Mais bon. Voilà, donc vous trouvez toutes ces études, ça gagne un temps fou, hein, parce qu'on fait ce travail vraiment d'observatoire, c'est-à-dire de centraliser toutes ces données. Mais on fait aussi d'autres choses. Donc nous-mêmes, on fournit des textes. Alors, on n'est pas dans l'urgence ou j'ai envie de dire l'excitation de l'actualité. On est dans une actualité un peu plus tranquille. Ça veut dire que on va, par exemple, produire un texte 3 semaines après les révélations de Betaram, mais voilà, mais parce qu'on se donne le temps de faire un texte vraiment de qualité, proche d'exigences scientifiques, toujours sourcé, voilà. Et si jamais ça va être quelque chose d'un peu plus subjectif, ça va être un point de vue, bah alors on va le préciser, ça va pas être au nom de tout l'OVO, ça va être au nom seulement d'un des membres de l'OVO. Voilà, donc on cherche vraiment à donner des billes pour les personnes qui ont besoin de ressources. Mais donc, donner des billes, ça veut dire aussi qu'on propose des formations. Alors, dans la mesure de nos capacités, puisque on est tous bénévoles et on n'est pas présent dans tous les coins de la France, hein, mais on fait ce qu'on peut. Et donc, on propose des formations et on propose aussi, et donc évidemment, tout le monde peut en avoir usage, des ressources absolument gratuites, absolument disponibles pour tout le monde. Donc, par exemple, on a créé l'année dernière une exposition sur ce que c'est que la violence éducative ordinaire.
qui est accessible à tout le monde. Vous pouvez même, si vous n'avez pas envie de nous parler, vous pouvez même la télécharger directement sur le site sans passer par nous. Alors c'est sûr que bon, si vous nous mettez un petit mot pour nous raconter dans quel cadre l'exposition va être exposée, nous on est content de savoir voilà, si ça va être en école, en mairie ou que sais-je. Mais c'est plus de la curiosité ou pour d'éventuelles statistiques. Voilà. Et on a même aussi quelques ressources en anglais si besoin. Voilà. Et une dernière chose aussi peut-être que je peux dire, c'est que donc parmi ce qu'on essaye de faire, alors c'est pas encore très formalisé, mais l'idée c'est aussi de s'adresser aux plus jeunes d'entre nous pour leur apprendre à s'empouvoirer, hein, c'est-à-dire d'être capable d'avoir les ressources, là encore, hein, d'avoir l'information, les documentations pour être moins maltraité, on va dire comme ça. Il me semble que je voulais dire un dernier truc. Bon, là, ça ne me revient pas. Je crois que je vous... Oui, si, peut-être juste... oui, non, voilà. Enfin, dire que l'asso, donc, elle a été créée il y a 21 ans par des gens... Oui, voilà, c'est ça qui est pour moi qui est important en ce moment, qui a été créée par des gens qui, en fait, réfléchissaient à la violence éducative depuis déjà quelques années. Alors, pour les citer parmi d'autres, Olivier Morel, Catherine Dumonteil-Crémer, Dalibor Milovanovic, etc. Donc, ça a été créé par un collectif. Et j'insiste là-dessus parce que, en fait, je trouve qu'en ce moment, il se passe un truc qui est un peu contre-productif bon, j'imagine on a tous ça en commun ici, hein, de vouloir un monde où les enfants et les adolescents sont moins violentés, plus respectés qu'ils ne le sont et qu'elles ne le sont pour l'instant. Mais n'oublions pas en fait que tout n'a pas commencé hier ou avant-hier et qu'en fait, il y a des gens qui bossent là-dessus depuis 20, 30, 40 ans. Et je pense en fait qu'on a tout à y gagner à se souvenir que c'est pas une lutte qui est toute récente, toute jeune, parce que ben, justement, on peut avoir ce réflexe anti-jeune et de se dire, ah bah, c'est pas, voilà, c'est pas du sérieux. Mais en fait, si, c'est du sérieux et ça fait des décennies qu'on essaye d'améliorer les choses. Et il y a une évolution, hein, on peut dire que les choses s'améliorent. Bon, évidemment, pas aussi vite qu'on voudrait, mais il se passe des choses. Voilà, j'espère que j'ai bien présenté l'OVO. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Bien, merci beaucoup, Cécile. Vous avez été toutes les deux assez brèves et synthétiques, donc c'est super. On va respecter le temps. Je ne sais pas si vous voulez compléter, s'il y a des choses qui vous viennent avant que je vous propose des questions, euh, ou est-ce que je passe directement aux questions. En tout cas, il y a Cécile. C'est que j'avais plus. Non, Ouais, non, c'est bon. c'est bon maintenant. Ouais, bah, peut-être je peux compléter alors avec ma deuxième casquette avant que la question ne soit posée. Donc, Juliette vous a présenté le mot de misopédie, qui est un mot qui m'importe. Parce que, enfin, voilà, comme on sait, pour pouvoir lutter contre une discrimination, si on n'a même pas le mot qui va avec, on ne risque pas de le détecter pour, dans un deuxième temps, le combattre. Or, là, pour ce qui est de la violence systémique faite aux enfants et aux adolescentes, on n'a même pas le mot, tellement on s'en fiche, en fait, tellement c'est pas un problème, c'est pas une question, voilà. Donc c'est pour ça vraiment je m'active à faire, pas seulement connaître, mais utiliser le mot misopédie, hein, qui est construit sur le même mot que misogynie. Tout le monde connaît la misogynie, tout le monde est capable de dire, bah là, c'était drôlement misogyne, ce qu'il ou elle a fait. Et pour les enfants, bah, on n'a pas les mots. Bah, si on a les mots, c'est oui, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est des caprices, c'est un enfant roi. Ça, ces mots-là, on les a, hein. Mais les mots misopède, adultiste, etc., on les a beaucoup moins. C'est pas moi qui ai inventé le mot, hein, il existe, c'est Christiane Rochefort qui en parle, ensuite Olivier Morel, mais voilà, il n'a pas eu encore l'audience qu'il faut absolument qu'il ait. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais personne n'est misopède, etc. Mais de même que personne n'est misogyne, hein. Vous rencontrez jamais personne qui dit, ah ben moi, je suis misogyne. Non.
Mais en revanche, il y a des gens misogynes, il y a des comportements misogynes, il y a des phrases misogynes, etc. Ben, c'est pareil avec la misopédie. Personne se dira misogyne, misopède, pardon, mais un enfant dans un train, c'est insupportable. Mais de toute façon, il ou elle l'avait bien cherché, celle-là, etc., etc. Vous voyez? Donc voilà, comme disait Juliette, mon autre objectif, donc moi je suis universitaire, et donc à l'université, on travaille sur des sujets très très sérieux, hein, n'est-ce pas? Et donc, on ne travaille pas sur l'enfance, parce qu'on travaille sur des sujets très, très sérieux. Et donc, voilà, un de mes objectifs, je ne suis pas la seule, heureusement, hein, on est quand même, ça monte en ce moment. On est comme d'habitude très en retard par rapport à d'autres pays, que ce soit aux États-Unis ou en Europe du Nord ou même en Amérique du Sud, etc., enfin, un peu partout, quoi. Mais ça commence donc en France de travailler sur ce qu'on appelle les child studies en anglais, de façon sérieuse, c'est-à-dire voilà, dans l'institution universitaire. Et donc, je profite de ma situation dans cette institution pour développer cette réflexion qui est en fait la dernière réflexion qui nous manque dans les violences systémiques faites dans la société. On a comme bien commencé à travailler sur la misogynie, le racisme, le validisme, ça commence. Voilà. Et bon, bah, la misopédie, on est vraiment qu'au tout début. Voilà, donc l'idée, c'est de, voilà, de donner cette légitimité pour que, bah, là encore, pour moi, c'est vraiment absolument complémentaire du travail de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, c'est de donner des billes pour dire, ben non, en fait, voilà ce qui se passe, c'est prouvé, c'est expliqué, c'est analysé de manière transdisciplinaire. Dans toutes les disciplines, on peut montrer qu'il y a des soucis et il y a un vrai souci et c'est en analysant ce vrai souci qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu dis un petit mot sur le colloque maintenant ou est-ce que, comme tu parlais comme Oui, tu oui, veux, oui, je peux continuer. Donc, euh, après on passera après on passera aux questions, mais là comme on sait sur le sujet, je me dis que c'était le moment d'en parler. oui, dans la lancée. Donc voilà, donc j'organise 3 colloques sur la misopédie. Donc il y en a 2 qui ont déjà eu lieu. Donc le premier a eu lieu en octobre 24. Donc c'était vraiment complètement inédit hein, de bosser là-dessus à l'université et c'était une première mondiale en fait, hein, pas que française. Donc il y avait des gens de différents pays, c'est pour moi très important, de différentes disciplines, parce que malheureusement il n'y a pas une discipline qui est épargnée hein, par la misopédie. Et donc on a posé en fait les définitions, les termes définitoires de ce concept. Donc, il y a eu un deuxième colloque en octobre 2025 où on a plus réfléchi sur la misopédie des institutions, que ce soit l'école, la psychiatrie, etc. Et il y aura un troisième colloque, celui-là n'a pas encore eu lieu, donc en octobre 2026, consacré à la misopédie dans la littérature et les arts contemporains, puisque voilà, je suis persuadée que ce qu'on lit, ce qu'on regarde sur Netflix ou ailleurs, a un impact très très fort sur nos comportements, enfin comme modèle qu'on nous sert et qu'on nous légitime. Voilà, donc si ça vous intéresse, tout est, enfin pas l'avenir, mais en tout cas le passé, tout est soit en ligne, tous les replays sont en ligne. Et puis alors, du coup, je montre, parce que je l'ai sous les yeux, là, non, bon, attends, on ne voit pas bien. Enfin bon, voilà, voilà, j'arrive pas à le montrer, mais bon, voilà, vous avez la version livre du premier colloque. Et donc, il y aura bientôt la version livre du deuxième colloque pour les gens qui préfèrent la version papier. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Enfin, voilà, c'est absolument pour tout le monde. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation, Cécile. Donc, je vous laisse un peu de temps pour poser vos questions dans le chat. Pendant ce temps-là, je vais donner la parole à Guillaume Camblin de Silence pour qu'il vous fasse un petit mot. Où es-tu, Guillaume? Ici. Voilà. Si tu veux dire un petit mot, Guillaume, je te laisse la parole. Merci. Eh ben, bonjour tout le monde. Juste un mot pour dire que je suis et nous sommes ravis à Silence de trouver ce soir un prolongement au dossier qui a été réalisé cet automne dans ce débat.
Juste un petit mot pour dire que ce dossier, pour le rappeler, il s'appelait La non-violence à l'école, c'est jouable. Il y avait cette couverture-là. Et Silence, c'est une revue mensuelle, indépendante, papier, qui a pour sous-titre Écologie alternative non-violence, et donc qui cherche à explorer notamment les différentes dimensions d'un engagement non violent. Donc, en l'occurrence ici, dans l'éducation, dans le rapport aux enfants à l'école, mais aussi dans plein d'autres domaines. Ce dossier, il cherchait à donner des pistes pour agir, pour s'engager, à la fois à travers différentes expériences telles que celle de CAP et d'autres expériences au sein de l'école, que à élargir aussi la réflexion avec la réflexion sur la domination adulte, ou encore un débat autour avec des personnes qui étaient dans la transformation des pratiques éducatives et d'autres plutôt dans la remise en cause de l'institution scolaire. Donc, merci. Merci Guillaume pour ce petit point. Donc je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Donc si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas. Moi j'en ai d'abord une première. Euh, Toutes les deux, vous revendiquez du féminisme. Aujourd'hui, donc vous vous intéressez aux violences faites aux enfants. Est-ce que comment vous expliquez le fait que le mouvement féministe ait mis du temps à arriver à cette question-là? Est-ce qu'il a réellement mis du temps ou est-ce qu'il a été silencié? Euh, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. J'active toutes les deux vos micros si vous voulez réagir. Alexia, tu veux réagir? Non, vas-y. Alors moi, je pense qu'il y a deux formes de résistance, voire trois, en fait, en France. Je pense qu'il y a une spécificité française, même si, bien sûr, chaque pays a sa spécificité, hein, chaque culture, etc. Euh, je ne sais pas par laquelle je commence, mais on, euh, franchement, elles sont tellement énormes toutes les trois. Je finirai par la troisième que je maîtrise moins bien. Mais alors, il y en a une, par exemple, c'est notre féminisme à la française. Ce que j'appelle l'ère ERE Badinter. En fait, enfin, parce qu'on a Simone de Beauvoir aussi. En fait, c'est la généalogie féministe de Simone de Beauvoir qui, évidemment, a été extrêmement bénéfique, hein. Je dis pas le contraire. Qui a donné Elisabeth Badinter. Et puis ça s'est arrêté là, parce qu'en fait ces personnes-là ont eu, alors l'une, voilà, une espèce de starisation, mais parce qu'elle avait des choses brillantes à partager, Simone de Beauvoir, et puis ensuite Badinter, bah, aussi parce que je pense qu'elle avait des appuis en fait qui permettaient qu'elle soit bien relayée, et donc ça a eu un effet de blocage vraiment idéologique en fait en France, c'est-à-dire, si je le dis de manière très rapide et pas forcément très respectueuse. On en est resté à ce stade, ce qu'on appelle le deuxième féminisme, mais bon, ça dépend comment on compte, hein, mais le féminisme selon lequel être une femme libérée, c'est être un homme. Materner, aimer les enfants, etc., s'occuper d'enfants sans en avoir honte ou que sais-je, c'est complètement réac. Voilà. Et le problème, c'est que on s'est arrêté là. Et ça, c'était très bien dans les années 80, voilà, que les femmes puissent accéder professionnellement à des statuts auxquels elles n'accédaient pas. Et voilà, et c'est pour les personnes qui étaient, voilà, dont l'âge correspond. Vous vous souvenez peut-être, les années 80, c'était les femmes habillées en costard, enfin machin, la veste et le pantalon, enfin le plus possible comme les hommes. Et puis, sauf qu'il y a une phase d'après, en fait, à laquelle on n'a jamais accédé, nous, en France, qui est par exemple celle à laquelle l'Europe du Nord a complètement accédé. Et là, je vous prie de m'excuser parce que j'ai un discours qui est très eurocentré. Et je sais que voilà, ça peut être problématique. Mais donc, en restant avec ma grosse limite intellectuelle qui est de ne parler que de l'Europe, voilà, en Europe du Nord, on est passé à une autre phase qui est que, en fait, les femmes, elles ont des spécificités et que si on fait semblant qu'elles n'existent pas, c'est de la violence voilà, sur autrui. Donc, je vous donne un exemple
qui chatouille beaucoup en France, parce que, encore une fois, on est dans nos réflexes badinter. L'endroit au monde où on allaite le plus, c'est l'Europe du Nord, qui est l'endroit au monde qui est considéré comme le plus féministe. Donc, en France, on ne peut pas faire le rapport. En fait, on ne fait pas la relation entre pourquoi des féministes allaitent plus que les autres. Mais en fait, c'est très simple, la réponse. Allaiter, c'est un truc absolument incroyable, quoi. On fabrique sans rien faire, on fabrique un truc qui permet à un être vivant de rester vivant, de grandir, de tripler de volume en un an. Et en plus, les hommes, ils peuvent pas faire ça. Mais alors, Badinter, voilà, c'est pas du tout son discours. Donc ça, c'est voilà, une des trois raisons pour lesquelles on s'est vraiment arrêté, on s'est figé en fait dans les années 80, même si bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, il y a heureusement des gens qui avancent, mais c'est pas la majorité. Deuxième raison, je vais essayer d'aller plus vite pour la deuxième raison, mais elle est énorme, énorme aussi. Une autre spécificité très, très française, c'est notre idolâtrie d'une certaine théorie de Freud, de la psychanalyse. Donc voilà, donc Freud, c'est quelqu'un qui comprend que toutes ces femmes hystériques qui rentrent dans son cabinet, en fait, elles ont un point en commun, c'est qu'elles ont toutes été agressées sexuellement dans leur enfance, en général par leur père, en général en tout cas par quelqu'un de leur famille. Et la psychanalyse, c'est quelque chose de nouveau, il faut payer. Enfin, donc c'est quelque chose qui est réservé à la grande bourgeoisie, au départ, à Vienne. Donc bah, les pères, les oncles, c'est les grands bourgeois, c'est les collègues de Freud, voire certains peuvent financer, par exemple, un institut médical, etc. Et donc il va faire un revirement complet en 1897 de cette compréhension de ce qu'il voit chez les femmes, et il va développer sa théorie qui malheureusement est extrêmement connue en France. Et quand je dis connue en France, c'est pas que des psychanalystes, mais c'est aussi de la justice, c'est aussi des institutions de protection de l'enfance. Enfin voilà, elle est vraiment très développée, cette idée. C'est que, en fait, il y a le complexe d'Oedipe. Les enfants rêvent de coucher avec leurs parents du sexe opposé. Et donc, quand ils racontent qu'ils ont couché avec leurs parents du sexe opposé, c'est ce qu'on appelle du fantasme. Et comme ils sont petits, donc un peu cons, ils confondent la réalité et le fantasme. Donc si un enfant vous dit papa m'a touché, grand-père m'a touché, c'est du fantasme. Et donc la conséquence aussi, c'est que les enfants, en fait, ils passent leur temps à mentir. Donc là, j'ai pas besoin de vous renvoyer, on a moult exemples hein, d'enfants qu'on a accusés d'avoir menti, alors que pas du tout. Et voilà. Et donc la psychanalyse aujourd'hui en France, elle est encore majoritairement de ce courant-là. Donc il y a pareil, hein, il y a une minorité qui existe, qui est absolument brillante et voilà, qui arrive à bien montrer et à aider en fait les familles où il y a eu pour de vrai des incestes et on sait combien c'est fréquent et qui ont bien compris que voilà, s'il y a un symptôme, s'il y a un discours, voilà, c'est qu'on n'est pas dans le fantasme, mais on est bien dans le traumatisme. Mais dans les universités, dans les formations que ce soit les psychologues, les psychiatres, la formation est à peu près la même qu'il y a 100 ans, en fait. En tout cas, sur ce plan-là, hein, je veux dire, sur ce point-là. Ça, c'est typiquement français, pareil. Et donc, la troisième chose que je dirais, et là-dessus, je développe pas parce que je suis pas très fortiche en histoire, mais je sais en tout cas que parce qu'on nous dit souvent, oui, mais c'est catholique, en fait, de maltraiter les enfants. Et j'ai beaucoup entendu ça. Et en fait, bah, on a des voisins très proches, catholiques, qui maltraitent moins les enfants. Donc j'ai cherché la différence entre, par exemple, l'Italie, l'Espagne, où je dis pas que c'est parfait, hein, mais c'est quand même moins misopède que la France. Et la différence, en tout cas pour l'Italie, ça marche très bien, c'est que c'est un pays qui est beaucoup moins centralisé, hein. C'est-à-dire que nous, en France, on a vraiment une tradition historique très ancienne de centralisation du pouvoir, hein. Louis XIV, le roi, c'est moi, l'État, c'est moi et on centralise. Et comme vous savez, en fait, ce qui se fait de manière macroscopique, politiquement, va se reproduire dans la famille, qui est enfin, vraiment une cellule similaire à l'État politique. Donc, dans la famille, on va avoir bah, ce qui va être cristallisé par Napoléon, hein, l'autorité paternelle, le droit de correction, autour du père de famille, qui est le chef de famille. Voilà, et on se dégage, hein, on commence à se dégager de cette idée. Encore là, il y a une semaine, on a eu
enfin la fin vraiment officielle du droit de correction, hein, qui était en place depuis Napoléon, mais voilà, ça va très lentement. Donc tout ça ensemble, ça fait vraiment beaucoup, quoi, pour faire avancer les choses et qui fait que enfin, on peut même pas compter le nombre de bêta-rames, le nombre de... Enfin, voilà, si vous regardez les infos, c'est à peu près tous les jours qu'on a quelque chose qui est immensément dramatique. Enfin, c'est les uns après les autres, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est tout sauf des exceptions. Merci Cécile. Alexia, est-ce que tu veux réagir, compléter ou... Bah, moi, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, le programme CAP que nous on pratique, il est vraiment pensé comme une sorte de précipité du féminisme adapté aux enfants. C'est vraiment les mêmes positionnements, et puis donc du coup un féminisme qui veut horizontaliser enfin qui veut abolir en fait les rapports de pouvoir, qui veut qu'on croie les paroles, que ce soit des femmes ou des enfants. Euh, Enfin voilà, quand on forme les adultes à être des adultes de confiance, on leur dit que les critères les plus importants, c'est de croire les enfants, que les enfants ne mentent pas, que, qu'il faut les écouter jusqu'au bout, du premier coup, qu'il faut s'engager à les aider et puis le faire vraiment. Et après, on développe ce que ça veut dire aider un enfant à sortir de sa situation. Enfin, voilà, on essaye. Enfin, ce que le féminisme nous a appris, qui est, enfin, en fait, la forme de domination qui s'exerce sur les femmes, c'est une forme de domination assez similaire et parallèle qui s'exerce des adultes sur les enfants. Et, euh, et on essaye, avec ce programme, de le déconstruire de la même façon. Pour compléter un peu ça, tu disais dans ta présentation que le programme CAP, il ne s'adresse à des adultes volontaires. Mm. Est-ce que vous savez pourquoi certains adultes ne sont pas volontaires? Alors, quelles sont les réticences à participer à ce type de programme de prévention? Bah, c'est vrai que c'est. Alors, nous, ça nous est pas arrivé, mais c'est arrivé à ma collègue d'ancrage où on arrive un jour dans une école, on commence à rencontrer les personnes, et puis là, on voit un professeur que ça met tout de suite en tension. Et pourquoi? Et ben moi, je dirais que c'est que certaines personnes n'aiment pas qu'on leur enlève des privilèges et de la domination, quoi. Parce que quand on jouit de ça, et ben c'est désagréable quand on amène un outil qui va tout faire péter, quoi. Pour être un petit peu. Et voilà. Et c'est vrai que en fait, le programme CAP, il est tellement fragile et il est tellement. Enfin, voilà, on n'est pas encore reconnu par l'éducation nationale. On n'est pas du tout. Pourtant, on a essayé, mais du coup, voilà, dès qu'il y a des réticences dans les équipes, on choisit de ne pas le faire, alors que pourtant on voit bien que c'est les endroits où il faudrait, mais on n'est pas encore assez fort pour pousser, quoi. Et voilà. Et puis aussi, il y a des freins parce que statistiquement, à chaque fois qu'on fait cap dans une école, eh ben, il y a des révélations. Et du coup, d'un coup, il y a je ne sais pas combien d'informations préoccupantes, 5 6 qui viennent au même moment, du même endroit, à la même. Alors ici en Lyon, c'est les maisons des métropoles qui sont informées de ça. Mais voilà, et du coup, ça crée des effets de réputation dans les écoles. Enfin, il y a plein de freins comme ça. Autour des révélations des enfants qui font que, voilà, on aime bien qu'il y ait cap, on aime bien qu'on dise aux enfants qui parlent, mais par contre, quand ils parlent et qu'il faut assumer les conséquences, là, c'est compliqué, quoi. Voilà. Très bien. Merci. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Moi, j'en ai plein, donc je peux, je peux continuer. Il y en a une en particulier. J'aime bien aller sur le terrain des imaginaires euh, et ce pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh, et je me demandais, Alexa, tu peux peut-être commencer sur cette question et Cécile, tu compléteras. Mais quand tu t'engages sur cette question-là et que tu vas dans les écoles, c'est quoi un peu l'école idéale que tu aimerais voir un jour? À quoi ça ressemblerait en fait,
enfin voilà, un peu l'école idéale où les enfants s'épanouissent et peuvent parler libre. Enfin, à quoi ça ressemble? Bah, moi, je suis pas instite, mais déjà, c'est une école qui aurait pas besoin qu'on vienne. Ça serait top. Le jour où l'autodéfense féministe et où le programme CAP disparaîtront, ce sera que la société elle sera enfin tranquille, quoi. Donc voilà, mais une école, et puis pas qu'une école, je veux dire parce qu'en fait, s'occuper des enfants dans une société, c'est la rendre accessible à toute personne, parce que comme les enfants sont parmi les personnes les plus dominées dans la société, une école ou une ville qui est pensée pour un enfant, c'est aussi une école ou une ville qui est pensée pour quelqu'un d'invalide, pour quelqu'un de racisé, pour quelqu'un de, enfin, quand on prend soin des minorités, mais pas au sens nombre, au sens domination, en fait, on prend soin de toute la société et c'est ça qui est dommage. Euh, quand bah, tu en parlais, Cécile, quand on veut enlever les enfants des trains ou qu'on pense rien pour eux ou qu'on trouve qu'ils sont bruyants et en fait ils sont pas bruyants, ils sont juste dans des espaces qui sont pas du tout pensés, adaptés à leur à eux quoi. Et donc, une école, bah, ce serait une école en fait qui met juste l'enfant au centre et, où l'enseignement s'adapte aux enfants et peut-être pas l'inverse. Mais après, voilà, moi je suis pas instite, donc je peux peut-être pas trop m'exprimer sur la pédagogie et tout, mais en plus, il y a pas mal de maîtresses qui font des choses incroyables, qui organisent leur salle d'école pour qu'en fait les enfants aient plus d'autonomie, qu'ils puissent gérer eux-mêmes si là ils ont envie de faire des maths, si là ils ont envie de faire du français, qui pour chaque exercice ont plusieurs, enfin chaque chose d'apprentissage ont plusieurs modes, un mode plus par le toucher, un mode plus par l'écrit, un mode plus par l'auditif, voilà, et qui sont là pour superviser tout ça. Il y a aussi des maîtresses qui mettent en place des choses assez chouettes sur la gestion de conflits entre les enfants, avec des temps de parole claire, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais enfin, voilà, il y a déjà plein de choses en fait que les enseignants et les enseignantes font pour horizontaliser le pouvoir et donner de l'autonomie aux enfants, mais donner de l'autonomie aux enfants aussi, et arrêter d'être hyper vertical avec eux, ça pourrait être chouette aussi. Merci. Cécile, enfin, j'ouvre ma question, mais est-ce que tu veux réagir? Ah ouais. J'ai une pensée peut-être radicale sur cette question qui va peut-être plus loin que, que certaines personnes, donc qui peut heurter peut-être. Alors, je reprends ce que tu as dit, Alexia, sur horizontaliser le pouvoir. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais à l'école, vraiment, l'école, elle est fabriquée avec, de façon verticale. Donc, enfin, je vais prendre mon cas, bon, c'est l'université, mais c'est la continuité de l'école. Je peux être aussi horizontale que je veux, aussi démocratique que je veux dans mes classes, enfin, tout ce qu'on veut. On peut me tutoyer, enfin, tout ce que vous voulez. À la fin du semestre, je lui mets une note. Et c'est moi qui dis si on passe ou si on passe pas. Donc, il n'y a pas d'horizontalité dans ce système-là. Vraiment, structurellement, il y aura pas. Donc, on peut faire semblant, ça, je trouve ça pas très bien. Et après, on peut un peu réduire, enfin, on peut continuer dans cette verticalité radicale en étant un peu moins violent. Mais structurellement, c'est de la domination. Enfin, voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert l'école? Mais pas en théorie, hein, parce qu'en théorie, on sait très très bien à quoi elle sert. Elle sert à s'émanciper, à beaucoup apprendre, à devenir un formidable citoyen. Bon, bah, regardons le résultat, hein, ça fait 150 ans, ils sont où les formidables citoyens? Donc moi, la théorie sur l'école, j'en ai ras-le-bol. Ce que j'aime bien, c'est regarder la pratique sur l'école. Et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois des enfants qui dorment pas assez parce que l'école a des horaires obligatoires. Je vois des enfants qui se harcèlent,
Mais pourquoi ils se harcèlent? Parce qu'ils ont des modèles, en fait. Moi, j'en peux plus de ces discours sur le harcèlement. Euh, Pourquoi on parle tout le temps du harcèlement? Parce qu'en fait, ça nous fait bien plaisir de dire un enfant a harcelé un enfant. Donc, je m'en lave les mains. Aucun adulte n'est responsable dans cette histoire. Mais quelle hypocrisie, quoi. Et ça continue encore et encore, quoi. C'est toujours les enfants qui sont ex nihilo. On se demande bien comment ils sont devenus aussi agressifs qu'ils le sont. Et enfin, je trouve ça incroyable. Donc, moi, ce que je propose, par exemple, c'est que l'école soit facultative. Donc voilà, ça, oh là là, mais non, c'est pas possible. Mais si, parce que si elle est facultative, bah, il va falloir être un petit peu plus exigeant pour que les gens aient envie d'y aller. Alors j'adore dire que, a priori, un enfant, il naît, il vient au monde avec une curiosité, mais phénoménale, une curiosité phénoménale. Et voilà, comme je dis toujours, il est tellement curieux, elle est tellement curieuse, qu'elle va même mettre ses doigts dans une prise électrique, tellement tout l'intéresse, quoi, sur la porte du four. Enfin voilà, c'est tout, tout est génial. Donc en fait, on n'a pas besoin de profs pour dire aux enfants, pour éveiller la curiosité des enfants. Ils et elles l'ont déjà. La question, c'est plutôt à l'envers. Comment on va faire pour ne pas la tuer, cette curiosité? Donc voilà, déjà, un truc qui est obligatoire, bah, ça donne jamais envie à personne. Euh, alors on pourrait faire de la demi-mesure. On pourrait dire par exemple, les horaires sont souples. Vous pouvez venir, vous êtes obligé de venir, bon, déjà, voilà. Mais vous arrivez quand vous voulez, entre 8h30 et 10h, on va dire, comme ça, le jour où vous avez besoin de dormir, voilà. Ah oui, mais les programmes, les programmes, les programmes. Oui, mais donc on n'est plus en train de parler des enfants. On nous raconte tout le temps que les enfants sont au cœur des apprentissages, mais pas du tout. C'est les programmes qui sont au cœur des apprentissages, c'est les horaires qui sont au cœur des apprentissages. C'est l'obéissance, bien sûr, la docilité qui est au cœur des apprentissages. Voilà, voilà. Je peux en parler des heures, hein, mais... Je vois ça. Non, mais merci. C'est très intéressant. On a eu deux questions dans le chat. Euh, 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 oui. Donc d'abord, il y en a une qui dit que dire de ce qu'a provoqué Cache Investigation sur les violences en milieu scolaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, je crois que le ministre s'est exprimé. Je ne sais pas si vous avez vu ce Cache Investigation et si vous souhaitez réagir. Vous pouvez ne pas l'avoir vu, mais Moi, je l'ai pas vu, Et je ne l'ai pas vu non plus. mais je vais le regarder, du coup. Bon, désolé Laurence, mais effectivement, on ne va pas s'exprimer sur quelque chose qu'on n'a pas forcément vu. Cécile te questionne sur la définition de misopédie. La définition que je trouve en ligne pour misopédie est deux points, aversion ou hostilité envers l'éducation. Ça ne me semble pas tout à fait correspondre aux propos de Cécile. Y a-t-il une définition officielle? Oui, alors effectivement, misopédie, étymologiquement, ça veut bien dire la haine des enfants. Mais donc, c'est un terme qui existe déjà au milieu du 19e siècle, qui est utilisé en médecine. Donc il y a des médecins en Angleterre et en France qui parlent de cette haine des parents. En l'occurrence, ils parlent des parents, mais bon, c'est une époque où l'école n'est pas encore développée comme elle l'est ensuite. Et à la fin du 19e, il y a eu un espèce de glissement qui est erroné en fait d'un point de vue étymologique, mais bon, bah, c'est pas grave, et qui disait ouais, que c'était l'aversion, l'hostilité envers l'éducation, parce que, alors je me rappelle plus maintenant, mais il y a un texte où effectivement on a parlé de misopédie parce que on avait refusé à un enfant orphelin qui était dans un, enfin, un truc religieux, pas monastère, mais bon, voilà, une institution religieuse, on lui refusait l'éducation parce qu'il était pauvre. Et donc là, on avait parlé de misopédie. Mais moi, je l'utilise pas du tout dans ce sens-là, hein. Je l'utilise vraiment au sens étymologique, la haine des enfants. Et après, dans le premier livre, justement, c'est vraiment ce qu'on a fait, quoi, de définir ce que c'est que la misopédie. Donc, il y a l'introduction, et puis après, il y a toutes les interventions qui réfléchissent à ce que ça veut dire. D'ailleurs, dans le premier livre, il y a tout un article sur le phénomène No Kids qui était vraiment très, enfin, l'article est très bon. Et après, donc moi, dans les choses que j'écris là en ce moment, je réfléchis aussi au fait que bah, misopédie, c'est pas que de la haine, hein, mais c'est pareil quand on dit homophobie. Hein, l'homophobie, c'est pas que de la peur. Hein, phobie, ça veut dire peur, mais c'est pas que de la peur des homosexuels. Hein, ça peut être aussi de la haine, du rejet, du dégoût. Enfin, ça peut être plein de choses. L'étymologie, elle permet pas de tout expliquer.
Et donc la misopédie, je pense que il y a beaucoup, parce que j'appelle ça un chaudron en fait, un chaudron d'émotions dans cette misopédie. Pourquoi en fait les adultes sont tellement misopèdes et vraiment énormément quoi. On a une forte misopédie, tout le monde, hein, plus ou moins. Et il y a de la haine, mais il y a aussi il y a beaucoup d'autres choses. Il y a de la peur, il y a de la jalousie, il y a de la vengeance. Et voilà, et tout ça se mélange en fait. Et ça donne ces comportements légitimés, hein, autorisés, partagés par cette communauté qui est un point commun, là pour le coup, par rapport au racisme. En fait, les adultes racisés, non racisés vont se rejoindre en communauté contre la minorité que représentent les enfants. Ça leur fait le point commun, hein, voilà, tout le monde fait croire au Père Noël, c'est tellement marrant de se foutre de la gueule des enfants qui y croient. Mais c'est mignon, et puis voilà. Je dis pas qu'il faut pas y croire, hein, c'est pas ça que je dis, mais je dis que c'est un exemple de solidarité interadulte qui va dépasser les différences, en l'occurrence racistes ou misogynes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Euh, Moi, je veux bien revenir juste avec une petite idée. Alors après, je ne suis pas hyper renseignée sur la question, mais il y a eu des initiatives dans les milieux militants de faire des écoles. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai envie de dire école démocratique, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Mais où en fait, donc c'était des écoles bien sûr hors du système de l'éducation nationale, où en fait les enfants faisaient partie intégrante de la réglementation de l'école. Et du coup, il y avait des conseils où les enfants sont présents, où on détermine les règles ensemble, enfin voilà, et en fait, euh, quand on fait ces expérimentations-là, on se rend compte aussi que les enfants sont très conscients de leur... Enfin, parce qu'on imagine toujours que les enfants, c'est des êtres un peu bêtes qui savent pas ce qui est bon pour eux, et c'est nous qui savons ce qui est bon pour eux. Mais en fait, quand on les laisse s'occuper de leurs besoins et de leurs droits, ils savent très bien ce dont ils ont besoin et ce qui leur fait du bien. Et, et voilà, et quand ils s'occupent eux-mêmes de leurs règles dans les écoles, alors je sais plus si c'est école démocratique le terme, mais il me semble que c'est ça, on est surpris en fait en tant qu'adulte un peu matrixé par ces trucs de l'enfant roi, à quel point ils savent créer un environnement où ils peuvent très bien se développer, quoi. Voilà. il y a confirme que je viens école démocratique. Oui, Cécile. Ouais, et je précise que donc, ces écoles démocratiques, elles sont hors contrat, puisque ça marche pas avec les attendus du programme, du machin, du truc. Et là, les dernières années, une grande partie de ces écoles démocratiques, qui déjà galèrent financièrement puisqu'elles n'ont pas d'aide de l'État, ont été contraintes de fermer, certaines du jour au lendemain, dans une violence étatique incroyable. Voilà, c'est-à-dire que là, sous Macron 1 et 2, ça élague énormément. Ce qui, en, Ce qui est très révélateur, hein, c'est que visiblement, il y a du danger, hein, s'il faut les fermer. Est-ce que tu sais comment ils l'ont justifié? Est-ce- Alors, bien sûr, c'est différent d'une école à l'autre. J'avais suivi un peu une école en Bretagne où ben, la justification ne tenait pas la route, quoi. Et même si ça avait tenu la route, mais c'était vraiment pas le cas, hein, pour cette école, elle a dû fermer du jour au lendemain. Donc, enfin, faut imaginer la violence que ça représente pour les jeunes, hein, de l'école, sachant que c'est des écoles qui sont avec des plus petits effectifs et où, bah, comme tu disais, Alexia, hein, du fait de cet empouvoirment possible, ça fait des relations humaines en général infiniment plus humaines. Voilà, des relations humaines, parce que chacune prend soin des autres, en fait, prend sa part de responsabilité. Et donc, voilà, ça a été extrêmement violent, hein, ces fermetures d'école les derniers temps.
Donc, il reste plus grand-chose en fait d'alternatif actuellement. Il y en a encore, mais elles peinent. Nous avons une question sur l'autodéfense pour les enfants. Pouvez-vous repréciser ce qu'est l'autodéfense pour les enfants sur le modèle autodéfense féministe? Je pense qu'Alexia, ça t'est adressé. Bah, en fait, c'est bon, c'est un peu un raccourci que je fais en disant que le programme CAP est un précipité de l'autodéfense féministe, c'est-à-dire que il se base sur sur un peu les mêmes postulats et le même, enfin, si vous voulez, c'est un peu enfin, la posture de l'animation du programme CAP, c'est la même que la posture de l'animatrice dans l'autodéfense féministe, c'est-à-dire euh, une posture où on n'invalide aucune parole, où on croit tout ce qui est dit, où on laisse des espaces d'expression. Parce que oui, il y a un truc que j'ai pas dit, mais dans le programme CAP, en fait, quand on anime, donc on pose des questions aux enfants, mais on peut pas entendre toutes leurs réponses, parce que souvent ils sont 28 devant nous et on a 3 heures pour tout faire. Mais par contre, à la fin, on fait ce qu'on appelle un temps de révision. Donc les deux formatrices restent dans la salle et les enfants, s'il y a une histoire de réussite qu'ils n'ont pas pu dire, s'il y a une question qu'ils ont envie de poser, s'il y a un point qu'ils ont envie de, de, de soulever, ils peuvent venir nous voir et nous en parler. On reste un quart d'heure, 20 minutes dans la classe pour les écouter s'ils ont des choses à nous dire. Et donc voilà, c'est un peu ces mêmes principes qui sont dans la posture. Et c'est aussi un peu les mêmes principes dans les enseignements, c'est-à-dire que l'autodéfense féministe, c'est-à-dire outiller les enfants avec des outils émotionnels, verbaux et en dernier recours physique pour, pour se défendre quand on leur enlève leurs droits. Donc le droit d'être libre, d'être en sécurité et d'être fort. Et fort aussi bien physiquement que intérieurement. Euh, je ne sais pas si tu vas nous poser en question finale un truc. Alors, si jamais tu n'as pas prévu de le poser, j'aimerais bien y répondre. Vas-y, il nous reste Euh, 8 minutes, donc c'est un peu le moment. voilà, c'est ça. En fait, bah, souvent, les dernières questions, c'est qu'est-ce que vous conseilleriez qu'on puisse faire pour améliorer les choses malgré la situation, malgré blabla. Parce que voilà, moi, je pense que tout est à changer, vraiment tout. Et c'est possible, mais c'est possible que si on le veut, quoi. Et donc voilà. Mais avant qu'on ait tout changé, voilà. Je me dis, par exemple, quand on est en école, puisque j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'auditeuristes qui sont en école, il y a quand même des choses qu'on peut faire et en famille aussi, et ailleurs, enfin, je veux dire, dans tous les endroits où il y a des jeunes. Donc, j'ai pensé à trois choses. Donc, il y en a une, c'est vraiment donner des tas d'outils. Donc, c'est ce que tu fais, Alexia. Des outils très concrets, enfin, je sais pas, des trucs tout basiques, les messages clairs, c'est-à-dire où, voilà, on en pouvoir sans devoir tout le temps s'en référer aux adultes, enfin, pouvoir vivre sans avoir besoin des adultes de temps à autre, ça fait du bien. Et, euh, et après, il y a une autre chose très concrète qui est pas, c'est pas la panacée, je veux dire, voilà, ça va pas révolutionner le monde, mais c'est déjà un truc très concret, c'est d'enseigner, et ça fait partie des outils en fait, c'est d'enseigner aux jeunes, hein, que ce soit les élèves ou nos enfants, etc., d'enseigner le fait qu'ils ont des droits, en fait. On leur parle tout le temps de leurs devoirs, leurs obligations, mais ils ont des droits et en fait, par exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant, mais personne connaît, ni les profs, ni les élèves, ni les enfants, ni les parents. Et en fait, elle est très précise. Alors, elle est critiquable, hein, c'est pas la question. Mais commençons déjà par faire comprendre, et pas juste un cours de MC pendant 5 minutes, mais vraiment, c'est un vrai truc en fait. Les enfants, c'est des sujets de droit. Et ça, les Français ont du mal à comprendre ça, en fait. Ce sont des sujets de droit. C'est pas juste des objets éducatifs ou des objets dans la famille, c'est des sujets de droit. Donc, faire connaître la CID, la Convention internationale des droits de l'enfant, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a plein de documents adaptés pour les plus jeunes. Tout est en ligne, voilà. Et la dernière chose,
C'est la plus dure, mais c'est la plus intéressante pour les personnes qui sont en lien avec des jeunes. Et on est tous en lien avec des jeunes, que ce soit, je sais pas, dans le métro, enfin voilà. Puisque heureusement, on est tous ensemble, même dans le train, on est tous ensemble et c'est génial. C'est d'oublier l'obéissance. Oublier de vouloir être obéi. Mais quelle drôle d'idée de vouloir être obéi. Mais qu'est-ce que ça fabrique en fait comme êtres humains, quoi. Et donc quand on est prof, non, on n'a pas à être obéi. Quand on est parent, on n'a pas à être obéi. On est entre gens qui méritent le respect. Et donc oui, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire dans la vie, bien sûr. Il y a ni les adultes, ni les jeunes et tout. Mais par l'obéissance, on arrive à rien de bien, en fait. Il y a plein d'autres chemins tellement non violents, puisqu'on est à non-violence 21, et qui sont tellement plus efficaces en plus. Donc, oublions l'obéissance, arrêtons de demander l'obéissance. C'est vraiment ce que je dis souvent, c'est le terreau de la culture de l'inceste. Pour que l'inceste soit banalisé, il faut fabriquer des jeunes qui obéissent. Alors, qu'est-ce qu'on veut, quoi? Merci. Alexia, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant que l'on termine cet échange? Euh, Bah, juste, j'ai vu passer dans le chat une personne qui disait que il y a des écoles justement qui sont pas dans le système qui ont été fermées à cause d'abus sexuels. J'aurais envie de dire que effectivement, et c'est pas étonnant que dans ce genre d'école il y ait des abus sexuels, mais comme c'est pas étonnant qu'il y ait des abus sexuels dans toutes les écoles et dans tous les endroits où il y a des enfants, parce que les prédateurs et les personnes qui voilà, savent se rendre auprès de leurs victimes et se mettre en position de pouvoir auprès de leurs victimes. Donc, voilà, enfin, il faut reporter la faute sur bien les gens qui font ça, c'est-à-dire les adultes dominants et prédateurs, quoi. Voilà. Très bien. Donc, je pense qu'on peut conclure. Donc, merci beaucoup, Alexia et Cécile, d'être venues ce soir intervenir. Merci à tout le monde dans le chat d'avoir posé vos questions et réagi avec nos invités. Merci à Silence pour son dossier sur la non-violence à l'école, qui est un sujet dont on pourrait parler des heures, si on avait le temps. Je vous invite donc, à aller voir, à commander le numéro de Silence sur son site, donc la revue Silence, une revue mensuelle qui s'intéresse aux alternatives. Je vous invite aussi à aller voir du coup les sites des associations, donc celui de Impact à Lyon et celui de l'OVO que nous a présenté Cécile, ainsi que le colloque sur la misopédie. Il y a moult sujets sur notre rapport aux enfants, donc je pense que vous pourrez trouver beaucoup de ressources. Cet échange sera en ligne sur YouTube, sur la chaîne de Non-Violence 21. Je vous enverrai si vous êtes inscrit par mail, vous recevrez l'information par mail. Et si vous êtes inscrit via Instagram, ce sera également, ça passera sur les réseaux sociaux de Non-Violence 21 sur Instagram. Donc, vous verrez passer l'information quand ce sera en ligne. Voilà, donc je vais clôturer cet échange. Merci beaucoup aux deux invités et bonne soirée à tout le monde.